Septembre 2001 Lille. Une femme ordinaire s'est évaporée comme volatilisée dans l'air. Son mari, son unique famille, a prétendu qu'elle avait fugué. Chose surprenante, cet homme était commissaire de police chef de la brigade criminelle au commissariat central, un haut gradé. Alors que sa femme avait disparu, il n'a attendu que 2 jours pour signaler sa disparition et l'enquête menée à la va-vite fut classée sans suite en à peine 2 semaines. C'était une époque encore sauvage où la géolocalisation des téléphones portables et les méthodes de la police scientifique n'étaient pas systématiques. Un homme dissimulé derrière le bouclier immense du pouvoir a rêvé du crime parfait. Mais 10 ans plus tard, bien que les morts ne parlent pas la vérité enterrée sous terre, a fini par percer le sol d'elle-même. L'affaire étrange d'un commissaire en exercice qui a personnellement supervisé l'enquête sur la disparition de sa femme. Nous allons mettre à nu la face hideuse d'un pouvoir qui a tenté de couvrir un crime avec les mains qui étaient censées arrêter les criminels. L'histoire de ce jour-là commence maintenant. Le 15 décembre 2011 à 10h du matin, un vent d'hiver glacial et coupant comme une lame de rasoir soufflait sur une zone de rénovation urbaine dans le quartier de Oisems à Lille. Une maison de briques rouges promise à la démolition était déjà à moitié effondrée et le vent s'engouffrait en gémissant à travers ses fenêtres brisées. Jean-Pierre Martel, le conducteur de la pelleteuse Maugréa, en tirant brusquement sur le levier de commande qui vibrait sous sa main. Bon sang, quel temps de chien, faut vite raser cette baraque à fantômes pour de bon. Alors que Jean-Pierre actionnait les commandes, l'énorme godet en acier s'abattit sur le sol. Crac, le vieux sol en ciment se mit à crier en se fissurant. Mais c'est à cet instant précis, au moment où Jean-Pierre s'apprêtait à tirer de nouveau sur le levier, qu'il sentit au bout de ses doigts quelque chose de lourd et de résistant accrocher la machine. Jean-Pierre fronça les sourcils et arrêta brusquement la pelleteuse. C'est quoi ça ? Une barre de ferraille. Perplexe, il ouvrit la portière de la cabine et sauta à terre. À travers la fissure du ciment au milieu de la poussière, un objet blanchâtre pointait. D'une main gantée, Jean-Pierre écarta délicatement la terre. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas un os d'animal, mais sans le moindre doute, un os humain. Jean-Pierre recula, tomba sur les fesses et hurla. « Ah, un corps. Il y a des os ici. » Complètement paniqué, il tenta de sortir son téléphone de sa poche, mais ses mains tremblantes le laissèrent tomber au sol. Environ 1 heure après son appel, le silence du chantier fut brisé par le son strident des sirènes et 3 voitures de police arrivèrent en trombe. L'inspecteur Luc Fournier, de la brigade criminelle de Lille, sortit de sa voiture d'un bond et pénétra à l'intérieur du périmètre de sécurité. À 42 ans, c'était un inspecteur chevronné qui en avait vu d'autres et son regard était perçant. L'inspecteur Fournier s'approcha de Jean-Pierre, qui tremblait le teint cireux. « C'est vous qui avez appelé ou avez-vous fait la découverte ?» Jean-Pierre, qui tentait d'allumer une cigarette sans même réussir à la porter à ses lèvres, désigna l'intérieur de la maison en ruine. « Là, bas inspecteur, je creusais le sol, et ce truc blanc a surgi. » Fournier hocha la tête et s'avança à grands pas vers l'intérieur avec les techniciens de la police scientifique. Sous les débris de ciment, à environ 60 cm de profondeur, un squelette enveloppé dans une épaisse bâche en plastique et une vieille couverture gisait dans une posture macabre. Fournier s'accroupit et souleva délicatement un coin de la bâche maculée de terre. Ce n'était pas simplement enterré. Les traces d'une dissimulation méticuleuse et profonde étaient évidentes. Fournier laissa échapper un sifflement et ordonna à un technicien à côté de lui « Regarde-moi ça, ils ont même coulé du ciment par-dessus. Le salaud, il a carrément coulé une dalle en béton. » Agent Martin envoyait ça immédiatement à la police scientifique et ratissait toute la zone. Le technicien répondit d'une voix forte tout en prenant des photos. « Bien reçu, inspecteur, on commence les recherches immédiatement. » Fournier balaya lentement du regard l'intérieur poussiéreux de la maison et murmura pour lui-même « Qui que ce soit, c'est un sacré monstre. Comment peut-on dormir après avoir enterré quelqu'un et vécu dessus ?» Pendant ce temps, cet après-midi-là, dans les bureaux de la brigade criminelle de Lille, la plus jeune inspectrice, Chloé Petit, fixait son écran d'ordinateur, épluchant les bases de données. À 29 ans, bien que jeune, elle était un talent reconnu pour sa capacité à déterrer des informations dans les archives. Soudain, l'inspectrice Petit se leva brusquement de sa chaise en criant « Inspecteur, venez voir ça !» Fournier, qui se préparait un café soluble, s'approcha du bureau de Chloé. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as trouvé quelque chose ?»
Chloé Petit lui tendit une liasse de papiers imprimés. Le propriétaire de cette maison était en maison de retraite depuis 1999. C'était une maison vide. Mais il y a une déclaration de disparition enregistrée en 2000, qui correspond parfaitement. Fournier prit les documents en fronçant les sourcils. 2001. Ça fait 10 ans. De qui s'agit-il? Chloé déglutit et répondit d'une voix prudente, Sophie Dubois, 47 ans à l'époque. Mais le déclarant est un peu particulier. Fournier arrêta de feuilleter le papier. Particulier en quoi? Chloé désigna l'écran du doigt et baissa la voix. L'enquêteur en charge de la disparition à l'époque était le mari de la victime, Alain Bernard. Il était alors commissaire de police. À cet instant, les sourcils de Fournier se haussèrent. Quoi, le mari était l'enquêteur en charge du commissaire? Oui. Et le plus incroyable, c'est que l'enquête a été classée sans suite pour fugue 2 semaines seulement après le signalement. Uniquement sur la base du témoignage du mari. Fournier serra les lèvres et posa brutalement les documents sur le bureau. L'épouse d'un haut gradé de la police avait disparu et c'est son propre mari qui avait étouffé l'affaire. Fournier regarda Chloé avec un visage dur. Ça pue vraiment. Chloé envoie immédiatement les archives dentaires à la police scientifique. Demande-leur de comparer avec les dossiers d'il y a 10 ans. Chloé hocha la tête avec une expression déterminée. Je m'en occupe tout de suite. 3 jours plus tard, les résultats de l'analyse arrivèrent. Le squelette découvert sous la maison abandonnée était bien celui de Sophie Dubois, disparue 10 ans plus tôt. Fournier serra si fort le rapport qu'il le froissa et laissa échapper un profond soupir. 10 ans, elle est restée 10 ans sous ce sol en ciment froid. Et ce salaud de mari a continué sa vie, obtenant même des promotions. Ce soir-là, la porte de l'accueil du commissariat de Lille s'ouvrait doucement. Catherine Dubois, une femme de 60, et un an vêtue d'un manteau usé, entra timidement. C'était la sœur aînée de Sophie. Son visage portait les stigmates du temps et d'un chagrin jamais effacé. Elle tenait à la main une enveloppe en papier jaune. D'une voix tremblante, Catherine demanda au policier de l'accueil. « Excusez-moi, je pourrais voir l'inspecteur en charge, c'est au sujet de ma sœur Sophie. » Prévenu. L'inspecteur Fournier descendit les escaliers en courant. Catherine se leva d'un bond serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Fournier s'arrêta devant elle et s'inclina respectueusement. « Vous êtes venu. Je suis l'inspecteur Fournier. » Les yeux de Catherine s'embuèrent de larmes et ses lèvres se mirent à trembler. « Inspecteur, c'est vraiment ma Sophie que vous avez trouvée. » Fournier, incapable de croiser son regard, hocha lourdement la tête. « Oui, c'est exact. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. » Catherine, les jambes flageolantes, s'effondra sur une chaise en ravalant ses sanglots. Puis elle tendit la vieille enveloppe qu'elle serrait contre elle à l'inspecteur Fournier. L'enveloppe scellée avec du ruban adhésif était usée au coin. En essuyant ses larmes, Catherine expliqua péniblement « C'est Sophie qui me l'a confiée il y a 10 ans. Elle m'a dit de ne jamais l'ouvrir avant qu'elle ne me la réclame elle-même. » Fournier prit l'enveloppe et la regarda. « Vous l'avez gardée pendant 10 ans sans l'ouvrir. J'avais peur que si je l'ouvrais, cela signifierait qu'il était vraiment arrivé quelque chose à Sophie. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de l'ouvrir. » L'enveloppe semblait peser lourd dans les mains de Fournier. La vérité emprisonnée pendant 10 ans sous un sol de ciment froid était sur le point de revoir le jour. Au moment où Fournier s'apprêtait à briser le sceau, Catherine éclata en sanglots en appelant le nom de sa sœur. « Sophie, pardonne-moi ma sœur d'être arrivée si tard. » Les sanglots étouffés de Catherine retombèrent lourdement sur le sol froid de l'accueil. L'équipe d'enquête décida de remonter le temps sur les traces de Sophie Dubois le jour de sa dernière apparition, le 12 septembre 2001. L'inspecteur Fournier et Chloé Petit se rendirent dans la vieille ruelle du Vieux-Lille où elle avait vécu. Bien que le quartier ait été touché par la rénovation, il restait heureusement quelques anciens habitants qui se souvenaient de ce jour 10 ans plus tôt. La première personne qu'ils rencontrèrent fut Monique Chevalier, 68 ans. Elle faisait partie du même club de bénévoles que Sophie et était une voisine proche. Assise sur son canapé, Monique regarda au loin comme pour chercher dans ses souvenirs. Ce jour-là, oui. Il devait être environ 14 heures. Je suis tombé sur la mère Dubois en allant au marché. Fournier sortit son carnet. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier? Son expression, ses vêtements. Monique fronça les sourcils. C'est ça qui était étrange. D'habitude, c'était une femme toujours soignée, un peu de maquillage, bien habillée. Mais ce jour-là, elle n'était pas maquillée du tout. Elle avait l'air épuisée, le teint tout gris. Vous voulez dire qu'elle n'était pas maquillée? Pas seulement.
En septembre, il fait encore chaud l'après-midi. On était encore en t-shirt. Mais elle portait un chemisier à manches longues. Chloé Petit, les yeux brillants, intervint. Des manches longues en pleine journée. Oui, j'ai failli lui demander « Sophie, tu n'as pas chaud ?» mais j'ai laissé tomber. Elle avait l'air si pressée et on aurait dit qu'elle évitait les gens. Je n'ai pas osé lui parler. Fournier nota l'information dans son carnet. Des vêtements à manches longues en pleine chaleur. Une suspicion naquit, on lui cherchait-elle à cacher des blessures ou des bleus sur son corps. Les deux inspecteurs se dirigèrent ensuite vers le primeur à l'entrée du marché. La propriétaire Evelyne Girard avait maintenant 72 ans, mais elle était toujours là dans sa petite boutique à trier des choux. Elle s'essuya les mains terreuses sur son tablier et se remémora. Sophie Dubois, oh là là, bien sûr que je m'en souviens. Ce jour-là, elle a acheté du tofu et des pousses de soja chez moi. Elle ne vous a rien dit de particulier ce jour-là. Evelyne leva les yeux au plafond, pensive. Elle a dit qu'elle attendait un invité le soir, un invité très important, et qu'elle devait soigner le repas. Elle a pris les pousses de soja les plus fraîches. Le regard de Fournier séduisait. Elle attendait un invité, elle n'a pas dit qui. Je n'ai pas demandé. Elle avait l'air pressée, je lui ai juste dit à bientôt et je l'ai laissé partir. Qui aurait cru que ce serait la dernière fois? Fournier hocha la tête et quitta la boutique. Sophie Dubois attendait quelqu'un ce jour-là. Une femme sur le point de fuguer qui achète de quoi préparer un dîner pour un invité, cela n'avait aucun sens. De retour au commissariat, l'équipe d'enquête se pencha de nouveau sur la déposition faite par Alain Bernard 10 ans plus tôt. Chloé Petit, feuilletant le vieux dossier, fit son rapport. Inspecteur regardait la déposition du commissaire Bernard. Il est écrit que sa femme a quitté la maison vers 19h et n'est pas revenue le lendemain matin. C'est pourquoi il a signalé sa disparition. Fournier se renversa sur sa chaise, les bras croisés. Et l'heure du signalement, le 14 septembre au matin, soit 2 jours complets après sa disparition, Fournier laissa échapper un rire sardonique. Sa femme ne rentre pas de la nuit et son mari, un flic, n'émet pas un avis de recherche immédiatement, mais attend 2 jours. Et en plus, il oriente l'enquête vers une fugue. Oui, c'est suspect. Normalement, on lance la géolocalisation tout de suite. Fournier se caressa le menton en murmurant « Il n'attendait pas ». Il se donnait du temps, le temps de faire le ménage. Chloé posa un autre document sur la table. À l'époque, la sœur de la victime, Catherine Dubois, a aussi témoigné, mais elle a été complètement ignorée. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que fin août, sa sœur l'avait appelée en pleurant. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette maison, qu'elle allait mourir sous les coups et qu'elle voulait divorcer. Fournier se pencha en avant et attrapa le document. Et cette information capitale n'a pas été consignée au procès-verbal. L'enquêteur de l'époque, le commissaire Bernard, a affirmé que sa belle-sœur avait tendance à exagérer et souffrait de crises d'hystérie. Fournier frappa du poing sur la table. Le mari responsable de l'enquête avait transformé l'appel à l'aide désespérée de sa femme en divagation d'une femme instable. L'affaire avait donc été conclue exactement selon le scénario écrit par Alain Bernard, une simple fugue. Il n'y a pas de rapport d'enquête de voisinage de l'époque sur des bruits de dispute ou autre. Chloé trouva une note jaunie au milieu de la pile de documents. Si, ici. La déposition d'un certain monsieur Martin, qui vivait au-dessus. Ce n'est même pas un procès verbal officiel, juste une note manuscrite. Chloé lut la note. Le 12 septembre vers 22h, il a entendu un grand bruit d'objets qui se brisent à l'étage inférieur et un homme qui hurlait. Et ça figure dans le rapport final. Non, c'est noté comme un simple malentendu de bruit de voisinage. Fournier se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville semblaient froides. C'est intentionnel. Ce n'était pas une enquête, c'était une dissimulation. Chloé tapa rapidement sur son clavier cherchant d'autres archives. L'agenda de service d'Alain Bernard pour septembre 2001. Soudain, ses doigts s'immobilisèrent. « Inspecteur, regardez ça. J'ai trouvé quelque chose de décisif. » Fournier se retourna brusquement. Quoi donc son alibi est tombé? Le commissaire Bernard, le 12 septembre, le jour même, a quitté le travail plus tôt, à 18h. Le prétexte était un malaise, et les 13 et 14 septembre, il a posé des jours de congé. Le jour de la disparition de sa femme, il est parti plus tôt, et les 2 jours suivants, il était en congé. Les regards des 2 inspecteurs se croisèrent. Un départ anticipé le jour de la disparition suivi de 2 jours de congé et une déclaration de disparition faite juste à la fin de ses congés le 14. C'était une coïncidence bien trop troublante pour en être une. Le lendemain 19 décembre, Fournier alla rendre visite à Philippe Durand, un policier à la retraite.
À l'époque, il était l'un des enquêteurs sous les ordres de Bernard. Il vivait seul dans un vieil appartement en périphérie de l'île. Durand, fumant une cigarette à sa fenêtre de balcon ouverte, avait une expression amère. Je savais bien qu'on viendrait me poser des questions sur cette affaire un jour. Je savais que ça finirait par éclater. Fournier s'assit dans le salon. Vous vous souvenez des circonstances de l'époque? Durand expira une longue bouffée de fumée et secoua la tête. Même si je voulais l'oublier, je ne pourrais pas. De mes 30 ans de carrière dans la police, c'est l'affaire la plus louche et la plus sale que j'ai eue. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé? Durand écrasa brutalement sa cigarette dans le cendrier. Le commissaire Bernard a personnellement dicté l'orientation de l'enquête. C'était sa propre femme qui avait disparu, mais il s'est comporté comme le chef d'orchestre de l'enquête. Il a interdit d'appeler la police scientifique, a insisté sur le fait que c'était une fugue et nous a pressés de faire juste une enquête de voisinage superficielle. Personne n'a soulevé d'objection. Il y avait un problème de procédure, non? Durand eut un rire désabusé. On parle du chef de la brigade criminelle. Il était comme cul et chemise avec le directeur départemental. Qu'est-ce que des petits inspecteurs comme nous pouvaient dire? On s'est tous tus, on a fait profil bas. Fournier regarda Durand droit dans les yeux. Y a-t-il autre chose qui vous a semblé étrange à l'époque? Durand resta silencieux un instant, puis dit d'une voix basse « L'affaire a été bouclée trop vite, sans la moindre preuve. Classer une disparition en 2 semaines, ça n'a aucun sens. Normalement, ça prend des mois, voire des années. On aurait dit que quelqu'un était pressé de tout enterrer. » Fournier hocha lourdement la tête. 10 ans plus tôt, Alain Bernard avait utilisé sa position et son pouvoir pour dissimuler méticuleusement la mort de sa femme. De retour au commissariat, Fournier convoqua de nouveau Catherine Dubois. Il devait vérifier certains points concernant la vieille enveloppe qu'elle lui avait laissée la veille. Assise dans la salle d'interrogatoire, Catherine regardait fixement l'enveloppe posée sur la table. Fournier demanda prudemment « Cette enveloppe, quand votre sœur vous l'a-t-elle donnée exactement ?» Les yeux de Catherine s'emplirent à nouveau de larmes. C'était 2 jours exactement avant sa disparition. Elle est venue me voir tard le soir et me l'a tendue brusquement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en vous la donnant? Catherine se mordit la lèvre en ravivant ses souvenirs. Catherine garde ça précieusement pour moi. Ne l'ouvre sous aucun prétexte avant que je ne te la demande moi-même. Si mon mari l'apprend, il pourrait vraiment me tuer. C'est pour ça que vous n'avez pas vérifié son contenu. Catherine se couvrit le visage de ses mains tremblantes. J'étais persuadée que Sophie reviendrait. Je voulais croire qu'elle s'était juste mise à l'abri quelque part. Alors pour tenir ma promesse, je ne l'ai pas ouverte. La voix de Catherine se brisa en un sanglot. Et avec le temps, c'est devenu encore plus difficile de l'ouvrir. J'avais l'impression que si je le faisais, ce serait la confirmation qu'elle ne reviendrait jamais, que j'acceptais sa mort. Je n'en ai pas eu la force. Fournier lui tendit un mouchoir et attendit un peu. Catherine, après avoir essuyé ses larmes, le regarda avec ses yeux rougis. 10 ans. Pendant 10 ans, les gens du quartier m'ont traité de folle. Chaque fois que j'allais au commissariat demander la réouverture de l'enquête, Alain Bernard tirait les ficelles en coulisses et on me faisait passer pour une déséquilibrée. D'une voix déterminée, Fournier déclara « Les choses ont changé. La vérité éclatera. Nous nous en assurerons. » Catherine hocha la tête, le regard suppliant. « S'il vous plaît, inspecteur, je vous en supplie. Découvrez pourquoi ma sœur Sophie a dû finir enterrée sous ce sol de ciment froid. Venger son injustice. » Le lendemain matin, 20 décembre, dans la salle de réunion de l'équipe Fournier, se tenait devant un tableau blanc et ouvrit un marqueur. Bien, il est temps de se pencher sur l'entourage de Sophie Dubois. On a dit qu'elle était très pratiquante, n'est-ce pas? Chloé Petit vérifia son carnet. Oui, à la paroisse Saint-Maurice de Lille. Elle participait aux activités bénévoles chaque week-end et était même responsable de secteurs très investis. Planifie des entretiens avec les responsables là, bas. Surtout ceux qui étaient proches de Sophie. Entendu, je les contacte tout de suite. Fournier regarda la pièce à conviction posée sur un coin de la table, la vieille enveloppe. Avec l'accord de Catherine, elle allait être ouverte. Peut être que la clé du début et de la fin de cette tragédie se trouvait à l'intérieur. Fournier, les lèvres pincées, fixa l'enveloppe perdue dans ses pensées. Le 21 décembre au matin, l'inspecteur Fournier et Chloé Petit arrivèrent devant la paroisse Saint-Maurice. Le bâtiment en briques rouges patiné par le temps se dressait stoïquement contre le vent d'hiver sinistre. Ils furent accueillis par la responsable des bénévoles Martine Lefebvre, 65 ans. Les cheveux grisonnants soigneusement coiffés, elle leur ouvrit la porte de son bureau avec une expression soucieuse. « Vous venez pour Sophie Dubois, j'imagine. »
J'ai vu les nouvelles et j'espérais que ce ne soit pas elle. C'est donc bien vrai. Fournier hocha lourdement la tête en s'asseyant. Malheureusement, oui. Nous sommes venus pour vérifier quelques informations. Martine Lefebvre soupira et sortit un vieil album photo poussiéreux d'une étagère. Elle a commencé en 1998, je crois. Elle venait tous les mercredis pour la soupe populaire. Elle parlait peu, mais elle était très adroite de ses mains et incroyablement dévouée. Fournier regarda les photos jaunies. Au milieu d'un groupe de femmes en tablier tenant des louches se trouvait Sophie. Son visage était simple, sans maquillage, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Fournier pointa la photo du doigt. Est-ce qu'il y avait quelqu'un au sein du groupe de bénévoles dont elle était particulièrement proche, quelqu'un à qui elle se confiait? Martine Lefebvre regarda dans le vide, cherchant dans sa mémoire. Puis elle frappa dans ses mains. Ah, Michel Lambert, il tenait une quincaillerie. Ils étaient exceptionnellement proches tous les deux. Chloé sortit son carnet, les yeux pétillants. Quelle était leur relation? Martine tourna une page de l'album et leur montra une photo où ils posaient côte à côte. Ils s'appelaient grand frère et petite sœur Sophie. Ils se traitaient vraiment comme frère et sœur. Michel avait perdu sa femme jeune et vivait seul. Sophie lui apportait des plats cuisinés. Elle s'occupait de lui comme une petite sœur. Les regards de Fournier et de Chloé se croisèrent. Un homme qu'elle appelait grand frère Michel Lambert. Il fallait retenir ce nom. De retour au commissariat, Chloé se lança immédiatement sur les traces de Michel Lambert. Le cliquetis du clavier qui remplissait le silence du bureau s'arrêta net. « Inspecteur, c'est bizarre. Michel Lambert a quitté l'île en octobre 2001. » Fournier, qui remuait son café, tourna la tête. « Quand ça? En octobre. Juste après la disparition de Sophie Dubois. Il a déménagé dans le Vaucluse près d'Avignon comme s'il fuyait. Il y tient toujours une petite quincaillerie. » Le regard de Fournier s'intensifia. La femme disparaît et son grand frère prend la fuite comme un voleur. Ça sent mauvais. Le lendemain 22 décembre, Fournier prit sa voiture et se dirigea vers le sud dans le Vaucluse. Loin du centre-ville d'Avignon, dans une zone reculée, il aperçut une enseigne rouillée Quincaillerie Lambert sous un toit en tôle. Devant la boutique des tuyaux et des outils était éparpillée en désordre. Alerté par le bruit, Michel Lambert, 60 ans, sortit de l'arrière-boutique. Vêtu d'un bleu de travail taché d'huile, le visage creusé de rides profondes. Il semblait avoir beaucoup vieilli en 10 ans. C'est pour acheter quelque chose. Fournier sortit sa carte de police. Police de Lille. Vous connaissez Sophie Dubois, n'est-ce pas? À cet instant, le visage de Michel Lambert devint livide et les gants qu'il tenait lui tombèrent des mains. Après un long silence, il désigna d'une main tremblante une chaise en plastique à l'intérieur. Entrez. Dans la petite boutique imprégnée d'une odeur de graisse, les deux hommes s'assirent face à face de part et d'autre d'un vieux poêle. Michel Lambert, fixant les flammes qui crépitaient, prit la parole le premier. « J'ai vu les nouvelles pour la petite Sophie. Alors on l'a retrouvée dans ce sol froid? Oui, c'est pour ça que je suis venu vous voir. » Michel baissa lourdement la tête. 10 ans. Il ne s'est pas passé un jour en 10 ans sans que je pense à cette pauvre fille. Fournier le regarda droit dans les yeux. En octobre 2001, juste après l'affaire, pourquoi avez-vous quitté l'île si soudainement, comme si vous fuyiez? Les mains calleuses de Michel se mirent à trembler sur ses genoux. Après un silence, il releva la tête comme s'il avait pris une décision. Quand j'ai appris que Sophie avait disparu, j'ai voulu aller au commissariat pour témoigner. Je savais tout ce que son mari lui faisait subir. Mais cette nuit-là, j'ai reçu un appel. De qui? D'Alain Bernard, le mari de Sophie. Fournier se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Michel répondit tremblant de rage. Il m'a dit sans détour, je sais que tu avais une liaison avec Sophie. Si tu ne disparais pas gentiment, tu deviendras le coupable de son meurtre. Il vous a menacé. Michel eut un rire amer. C'est un commissaire, moi je ne suis qu'un pauvre type. Qu'est-ce que je pouvais faire face à un haut gradé de la police décidé à me détruire? J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai fui. Fournier prit rapidement des notes. Non content de se forger un alibi, Alain Bernard avait aussi menacé un proche de sa femme pour le faire taire. Quelle était votre relation exacte avec Madame Dubois? Étiez-vous amant comme le prétendait Bernard? Michel agita les mains l'air offensé. Jamais de la vie, absolument pas. Après la mort de ma femme, je me sentais seul. C'est à l'église que j'ai rencontré Sophie et elle m'a traité avec la chaleur d'une véritable petite sœur. Rien de plus. Les yeux de Michel s'emplirent de larmes. J'ai vu de mes propres yeux l'enfer qu'elle vivait dans cette maison.
Elle arrivait souvent couverte de bleu, mais quand je lui demandais, elle mentait en disant qu'elle était tombée sans oser me regarder. Vous voulez dire qu'elle était victime de violence? Michel hocha vigoureusement la tête. Oui, un jour elle est arrivée avec le poignet tout bleu. Je l'ai pressée de questions et elle a fini par fondre en larmes en me disant que son mari était une bête. Fournier prit une inspiration et posa la question la plus importante. Le 12 septembre 2000, le jour de la disparition de Sophie Dubois. Où étiez-vous ce jour-là? Michel leva les yeux au plafond, cherchant dans sa mémoire. Ce jour-là, ah, je m'en souviens. J'étais dans la zone industrielle de Roubaix. C'était un jour de livraison importante pour un client. J'y suis resté de 15h à 23h à décharger et installer du matériel sans arrêt. Y a-t-il des témoins? Le patron de l'usine et les employés. On a même commandé des pizzas ensemble. Demandez-leur, ils vous le confirmeront. Fournier hocha la tête et se leva. Un alibi si précis serait facile à vérifier. De retour à l'île, Fournier donna immédiatement ses instructions à Chloé. Après une recherche approfondie, Chloé confirma que le témoignage de Michel Lambert était exact au mot près. Le patron de l'usine et les employés de l'époque attestèrent formellement avoir passé la soirée avec lui jusqu'à tard dans la nuit. Inspecteur, son alibi est en béton. Michel Lambert n'aurait même pas eu le temps de se rendre sur les lieux du crime. Fournier, les bras croisés, acquiesça. Bien, on retire Lambert de la liste des suspects. Rien de nouveau du côté de la paroisse, Chloé lui tendit un document. En réexaminant la liste des bénévoles, j'ai trouvé un autre nom. Agnès Martin, 60 ans. Elle était la trésorière du groupe à l'époque et l'une des rares personnes à qui Sophie se confiait. Va la voir immédiatement. Le 22 décembre après-midi, Chloé se rendit dans un appartement de la banlieue lilloise. Agnès Martin, 60 ans, l'accueillit avec une tasse de tisane chaude. Sophie, c'était une sainte femme, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'est si triste. Chloé, tenant sa tasse, demanda prudemment « Est-ce que Sophie vous a déjà parlé de sa vie de famille ou de son mari ?» Agnès hésita un instant en remuant sa tasse. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle commença à parler. C'était environ un mois avant sa disparition. Fin août. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Agnès baissa la voix. Elle a dit qu'elle avait demandé le divorce à son mari et que cette nuit-là, il l'avait battue à mort. Elle n'est d'ailleurs pas venue à l'église pendant un certain temps après ça. Et quand elle est revenue, dans quel état était-elle? Elle est revenue une semaine plus tard, je crois. Mon Dieu, elle était couverte de maquillage. Mais on voyait encore les bleus sous ses yeux et sur ses joues. Je lui ai demandé, Sophie, qu'est-ce qui t'est arrivé, mais elle a juste marmonné qu'elle s'était cognée contre le cadre de la porte. Agnès essuya une larme incapable de continuer. Si seulement j'avais insisté à ce moment-là. Mon plus grand regret est d'avoir fait semblant de ne rien voir comme une lâche. Chloé nota rapidement dans son carnet. Sophie Dubois avait demandé le divorce et en retour, elle avait subi une violence impitoyable, violence conjugale et demande de divorce. Le mobile du meurtre devenait d'une clarté aveuglante. Le lendemain matin, 23 décembre, une tension palpable régnait dans le bureau de l'équipe d'enquête. Fournier écrivit en gros le nom Alain Bernard sur le tableau blanc et le souligna en rouge. Faisons le point. Sophie Dubois était victime de violences répétées de la part de son mari Alain Bernard. À bout, elle a demandé le divorce, ce qui a entraîné des violences encore plus graves. Son seul refuge était l'église où elle s'est appuyée sur un homme nommé Michel Lambert. Chloé poursuivit, et dès la disparition de sa femme, Bernard a fait passer Lambert pour son amant, la menacer et la forcer à fuir. Il a également bâclé l'enquête pour la classer. Fournier fixa le tableau blanc avec un regard perçant. Toutes les flèches pointent vers Alain Bernard. Nous avons maintenant suffisamment de motifs pour l'arrêter. C'est à ce moment précis que le vieux fax dans un coin du bureau se mit à sonner. Un bip strident suivi d'un grincement. Une feuille de papier sortit lentement de la machine. Chloé s'approcha et la prit. « Qui envoie encore des fax ?» En lisant le papier, son visage se figea. « Inspecteur, regardez ça. » Fournier s'approcha et attrapa la feuille. Un fax anonyme sans numéro d'expéditeur. Au milieu de la feuille A4, une seule ligne était écrite en gros caractères. Gérard Moreau, ferrailleur, rue de la Sidérurgie Tourcoing-Fournier, serra le papier le froissant presque. Gérard Moreau. C'est qui encore celui-là? Un nouveau nom venait d'être jeté, créant une nouvelle onde de choc dans le calme apparent de l'enquête. L'équipe d'enquête se mit à creuser intensivement sur le nom de Gérard Moreau apparu sur le fax anonyme. Pour déterrer la vérité cachée derrière ces quelques mots, les doigts de Chloé Petite dansaient sur son clavier. Peu après fixant l'écran, elle appela l'inspecteur Fournier,
les yeux écarquillés par la surprise. « Inspecteur, je l'ai trouvé. Gérard Moreau, né en 1953. C'est un ancien camarade de lycée d'Alain Bernard. » Fournier posa son café et rapprocha sa chaise. « Un camarade de lycée ? Ça ne m'a pas l'air d'être une simple coïncidence. Continue de creuser. » Chloé cliqua frénétiquement. Jusqu'en 1997, il tenait une assez grande entreprise de ferronnerie à Tourcoing, mais il a fait faillite pendant la crise. Après ça, il a commencé à emprunter de l'argent à Alain Bernard. Combien ? Entre 1998 et 2001, un total de 50 000 euros. À l'époque, c'était une somme énorme. Mais c'est là que ça devient étrange. Quoi donc ? Chloé pointa l'écran du doigt. Après octobre 2000, toute trace de cette dette disparaît. Pas de preuve de remboursement, la reconnaissance de dette a été annulée. La dette s'est tout simplement volatilisée. Le regard de Fournier s'aiguisa. Sophie Dubois avait disparu en septembre 2001. Et le mois suivant, une dette colossale s'était évaporée. Ce n'est pas tout, inspecteur. Chloé afficha le registre de la propriété foncière. La maison abandonnée où on a trouvé le corps, le propriétaire initial, un certain Monsieur Dubois, et l'oncle maternel de Gérard Moreau. Fournier se leva d'un bond. Quoi, son oncle ? Oui, Monsieur Dubois est entré en maison de retraite en 1999 à cause de la maladie d'Alzheimer, et c'est son neveu Gérard Moreau qui s'occupait de la gestion de la maison vide. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une précision effrayante. Camarade de lycée et créancier d'Alain Bernard et gardien de la maison où le corps a été dissimulé. Fournier enfila son manteau et ordonna sèchement « On y va, arrêtez Moreau ». Le 24 décembre au matin, Fournier se rendit à une vieille maison mitoyenne à Roubaix. Lorsqu'il sonna, il entendit des bruits à l'intérieur, puis la porte s'entr'ouvrit. Gérard Moreau, 58 ans, le regarda avec méfiance. Cheveux clairs sous mes yeux cernés 10 ans semblaient l'avoir rongé. C'est pourquoi Fournier lui présenta sa carte de police juste sous le nez. Inspecteur Fournier, police de Lille. Vous êtes bien Gérard Moreau ? Les pupilles de Moreau se dilatèrent violemment. Oui, c'est moi, mais pour quelle raison ? J'ai quelques questions à vous poser. Veuillez nous accompagner au commissariat. Le visage de Moreau se crispa et sa main serra la poignée de la porte. Mais il sembla se résigner, laissa échapper un profond soupir et hocha la tête. D'accord. Laissez-moi juste prendre une veste. Salle d'interrogatoire du commissariat. Gérard Moreau, assis sur une chaise, agitait nerveusement la jambe. Fournier s'assit en face de lui et posa une enveloppe sur la table avec un bruit sec. « Vous connaissez Sophie Dubois ?» Le regard de Moreau errait cherchant une issue. « J'ai juste entendu son nom, d'où d'Alain Bernard, mon ami. Il disait que c'était sa femme. » Fournier sortit un document et le poussa devant Moreau. « La maison de Oisem, qui appartenait à votre oncle, vous vous en souvenez. » Le bout des doigts de Moreau se mit à trembler imperceptiblement. Oui, après que mon oncle soit parti en maison de retraite, j'y jetais un œil de temps en temps. On a trouvé un squelette sous le sol en ciment de cette maison. Le squelette de Sophie Dubois. Le visage de Moreau devint blanc comme un linge. Ses lèvres se mirent à trembler et il resta figé, incapable de prononcer un mot. Fournier le fixa intensément. Des perles de sueur coulaient sur le front de Moreau. Au même moment, au bureau, Chloé Petit tentait de localiser l'origine du fax. Peu après le téléphone à la main, sa voix s'éleva. « Inspecteur, j'ai trouvé l'origine, une papeterie près de chez Moreau. Le propriétaire se souvient qu'il a été envoyé par une femme d'une 50aine d'années. » Chloé vérifia immédiatement la situation familiale de Moreau. Épouse Hélène Moreau, née en 1900, 55, actuellement 56 ans. Inspecteur, c'est la femme de Moreau. C'est sa femme qui l'a dénoncé. Fournier ordonna via sa radio « Va vérifier. Si sa femme parle, c'est terminé. » Chloé se précipita chez Moreau. Quand elle sonna, une femme au visage émacié ouvrit la porte. C'était Hélène Moreau. Police. « Madame, puis-je vous parler un instant ?» Hélène regarda Chloé avec des yeux inquiets. « Je ne sais rien des affaires de mon mari. Partez, s'il vous plaît. C'est vous qui avez envoyé le fax, n'est-ce pas, avec le nom et l'adresse de votre mari ?» Le visage d'Hélène s'effondra. Après un long moment agrippée à la poignée de la porte, elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Chloé demanda doucement « Pourquoi l'avez-vous envoyé, sachant que votre mari pourrait être arrêté ?» Hélène ouvrit grand la porte et dit d'une voix faible « Entrez ». Assise sur le vieux canapé du salon, Hélène essuyait ses larmes avec un mouchoir. « Je vis avec cet homme depuis 30 ans. Ma fille est mariée, je vivais pour le bonheur de voir mon petit-fils.
Continuez, je vous écoute. Depuis 10 ans, mon mari ne dort plus la nuit. Il se réveille en sursaut, en hurlant couvert de sueur froide, et il supplie « Pardon, Sophie, pardon ». Chloé nota rapidement. Pendant 10 ans sans interruption, Hélène hocha la tête. Il y a peu, quand j'ai entendu aux nouvelles qu'on avait trouvé un squelette, mon mari s'est mis à trembler comme une feuille. C'est là que j'ai compris. Hélène sortit un papier froissé du tiroir d'une commode et le tendit à Chloé. J'ai fouillé dans ses affaires en cachette. J'ai trouvé ça. Chloé déplia le papier. C'était une reconnaissance de dette manuscrite sur un papier jauni. La dette de 50 000 € de Gérard Moreau envers Alain Bernard était entièrement annulée. Datée d'octobre 2001. C'est en voyant ça que j'ai eu la certitude que mon mari avait fait quelque chose d'horrible pour de l'argent, qu'il vivait écrasé par la culpabilité depuis 10 ans. C'est pour ça que vous l'avez dénoncé. Hélène sanglota. Si ça continuait, mon mari et moi, on allait mourir à petit feu. Chaque fois que je voyais le visage de mon petit-fils, je me sentais si coupable que c'en était insupportable. Hélène baissa la tête secouée par les pleurs. Cette femme, Sophie, elle était aussi la fille et la mère de quelqu'un. Comment sa famille a-t-elle pu vivre pendant ces 10 ans? De retour au commissariat, Chloé tendit la reconnaissance de dette à Fournier. Inspecteur, la preuve décisive. Une annulation de dette de 50 000 € et le témoignage de sa femme. Fournier regarda le document et hocha la tête. Moreau n'a plus aucune issue. Le 25 décembre à l'aube, brisant le silence de Noël, l'équipe d'enquête était en pleine effervescence. Chloé, analysant les relevés téléphoniques de Moreau, s'exclama « Inspecteur, depuis le jour de la découverte du squelette, Alain Bernard a bombardé Moreau d'appels. Des dizaines, pour se mettre d'accord, évidemment. Manœuvre classique. À ce moment-là, un appel arriva du gardien de la garde à vue. Gérard Moreau demandait à parler. Fournier ouvrit la porte de la salle d'interrogatoire. Moreau était assis, la tête basse, les mains jointes tremblantes. Fournier tira une chaise et s'assit. « Vous aviez quelque chose à dire, paraît-il. » Moreau releva lentement la tête. Ses yeux injectés de sang étaient un mélange de peur et de résignation. Inspecteur, après avoir avalé sa salive, Moreau articula d'une voix tremblante. « Je vais tout avouer. » Un silence de plomb s'installa dans la pièce. La voix de Moreau résonna, basse et sourde. « C'est moi qui ai tué Sophie Dubois. C'est moi qui l'ai tuée. » Le regard de Fournier s'illumina d'une lueur féroce. Le sceau d'un secret vieux de 10 ans était enfin sur le point d'être brisé, le 25 décembre au matin de Noël. L'air dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Lille était lourd. Gérard Moreau, l'air résigné, apposait son empreinte digitale sur sa déposition. En face, l'inspecteur Fournier alluma un enregistreur pour la dernière vérification. « Je vous le demande une dernière fois. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là » Moreau, les mains jointes, le regard fixé au sol, récita d'une voix mécanique. « C'était vers 22 h ce soir-là. Je suis allé chez Sophie Dubois, on s'est disputé pour une histoire d'argent. Et puis, dans un accès de colère, je l'ai étranglée. Vous l'avez étranglée. Oui. Quand j'ai repris mes esprits, elle était déjà morte. » Moreau s'interrompit et baissa lourdement la tête. C'était une confession parfaite. Pourtant, le front de Fournier restait plissé. Quelque chose clochait comme une pièce de puzzle forcée qui ne s'emboîtait pas. La porte de la salle s'ouvrit brusquement et Chloé Petit entra en toute hâte. « Inspecteur, il faut que vous sortiez un instant. Le rapport d'autopsie de la police scientifique vient d'arriver. » Fournier sortit dans le couloir et Chloé lui tendit une liasse de documents. « Inspecteur, regardez ça, c'est complètement différent. » Fournier prit les papiers et les parcourut rapidement. Cause présumée du décès d'après l'analyse du squelette, fracture et enfoncement du crâne, traumatisme crânien, sévère causé par un objet contondant. Et en dessous la phrase décisive, aucune fracture ou trace de pression n'a été observée sur les vertèbres cervicales ou les os du cou. Fournier laissa échapper un rire dépité. Il dit l'avoir étranglé, mais les os du cou sont intacts et son crâne est fracturé. Ce type a tué quelqu'un et ne se souvient même pas comment. Chloé hocha la tête, l'air grave. Oui, la déposition de Moreau est en contradiction directe avec les preuves scientifiques. Ça n'a aucun sens. Fournier roula le rapport dans sa main et fixa la porte de la salle d'interrogatoire. Il va falloir le pousser dans ses retranchements. Il ment. Fournier retourna dans la salle et tira violemment sa chaise. Moreau était toujours là, la tête basse, immobile. « Monsieur Moreau, tout à l'heure où avez-vous dit que le crime avait eu lieu exactement ?» Moreau sursauta, ses yeux s'agitaient. « Dans le salon. Sur le canapé du salon. » « Le salon ?» Fournier tapota la table avec son stylo.
Il y a un instant, vous n'aviez pas dit que c'était dans la chambre. La confusion se peignit sur le visage de Moreau. Ah, oui, c'est vrai. C'était dans la chambre. On s'est disputé dans la chambre. Je me suis trompé, ça fait 10 ans, vous savez. Le regard de Fournier se fit perçant. On peut se tromper sur l'endroit où on a tué quelqu'un de bien. Et la voiture que vous avez utilisée pour transporter le corps, c'était quoi? Un camion. Quel camion? Moreau déglutit et bégaya. Un fourgon. Un fourgon. Renault bleu. Fournier frappa du poing sur la table. Et Moreau, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un break. Les épaules de Moreau sursautèrent. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable et ses lèvres furent prises de convulsions. C'est à dire que... Fournier se leva et lança d'une voix glaciale. Vous n'êtes pas le meurtrier, n'est-ce pas? Qui essayez-vous de couvrir en jouant la comédie? Fournier sortit de la salle d'un pas rageur. Dans le couloir, Chloé l'attendait et lui fit un rapport urgent. « Inspecteur, j'ai vérifié de manière certaine l'emploi du temps de Moreau pour le 12 septembre. Et alors, il a un alibi. » Chloé ouvrit son carnet. « Oui. Ce soir-là, jusqu'à 22h, il était dans un bar de l'Île-le-Canon, son bar habituel avec des collègues de chantier. Le patron du bar et 2 témoins se souviennent parfaitement de lui. Moreau était ivre, il chantait et faisait n'importe quoi. Jusqu'à 22h, oui. Sophie Dubois a été vue pour la dernière fois à 14h et l'heure présumée de sa disparition est après 19h. Moreau, à ce moment-là, était en train de taper le rythme avec ses baguettes dans un bar. C'est physiquement impossible. Fournier regarda par la fenêtre et soupira profondément. La confession de Moreau était truffée d'incohérences. L'heure ne correspondait pas au lieu du crime changé et surtout, il avait un alibi parfait. C'est une fausse confession, c'est évident. Il se présente de lui-même pour faire des aveux bidons. Chloé demanda prudemment « Mais pourquoi voudrait-il s'accuser d'un meurtre ?» Fournier, les mains dans les poches, murmura « On le menace avec quelque chose de pire que sa propre vie. Et derrière tout ça, il y a Alain Bernard. J'en suis certain à 100%. Le lendemain 26 décembre, l'équipe confronta à nouveau Moreau. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Fournier, sans se presser, étala lentement sur la table le rapport d'autopsie et les preuves de son alibi. Monsieur Moreau, votre déposition est un roman, et un très mauvais roman. Moreau gardait les lèvres scellées transpirant à grosses gouttes. La victime n'est pas morte étranglée. Elle a été frappée à la tête avec un objet contondant. Et vous, à ce moment-là, vous étiez dans un bar. Nous avons 3 témoins. Les yeux de Moreau s'agitèrent frénétiquement. Pourquoi vouloir vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis? Qui vous a demandé de le faire? Moreau secoua la tête en marmonnant « Non, c'est moi qui l'ai tué. » S'il vous plaît, Fournier rapprocha sa chaise et le regarda droit dans les yeux. C'est Alain Bernard. À l'évocation de ce nom, la peur se lisait dans les yeux de Moreau. Fournier enfonça le clou. C'est votre famille. Il a menacé de s'en prendre à votre famille. À ces mots, les défenses de Moreau s'effondrèrent. Il se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots. Il a envoyé des photos. Quelles photos? Moreau, sanglotant, cracha le morceau d'une voix tremblante. Une photo de la porte d'entrée de l'appartement de ma fille et une photo de mon petit-fils né il y a quelques jours. Dans sa poussette, Fournier serra les lèvres. L'idée qu'un ancien haut gradé de la police ait pu menacer un nouveau-né lui donnait la nausée. Bernard m'a appelé et m'a dit « Tu endosses tout. De toute façon, c'est toi qui t'es occupé du corps, donc tu es complice. Si tu te tais et que tu vas en prison, ta fille et ton petit-fils vivront tranquillement toute leur vie. Mais si tu parles, Moreau, incapable de continuer, frappa sa tête contre la table en pleurant à chaudes larmes. J'avais peur. J'avais si peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Tellement peur, Fournier se leva et posa une main ferme sur l'épaule de Moreau. « C'est fini, nous allons les protéger. Votre famille Alain Bernard ne pourra pas y toucher. » Il était désormais clair que Bernard avait forcé Moreau à une fausse confession pour semer la confusion dans l'enquête. Le même après-midi, le téléphone de Fournier sonna. C'était Philippe Durand, le policier à la retraite. « Inspecteur Fournier, c'est Philippe Durand. J'ai vu les nouvelles et j'ai longuement hésité avant de vous appeler. »« Oui, monsieur Durand. Que se passe-t-il » La voix de Durand était basse. « Ça concerne l'affaire de 2001. Juste après le classement de l'affaire, j'ai vu le commissaire Bernard rencontrer Gérard Moreau dans un coin du parking du commissariat. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Oui. Bernard a donné à Moreau une grosse enveloppe. Moreau l'a prise en s'inclinant respectueusement. À l'époque, j'ai pensé que c'était un simple plaignant,
Mais maintenant je vois que ce n'était pas ça. Fournier nota rapidement. C'était un témoignage crucial qui corroborait l'annulation de la dette. Merci, monsieur Durand. Pourriez-vous venir demain au commissariat pour une déposition officielle? Entendu. Je viendrai demain. En raccrochant Fournier, appela Chloé. La situation actuelle de Bernard, on la connaît précisément. Chloé, vérifiant ses notes, répondit « Oui, il a pris sa retraite anticipée avec le grade de commissaire divisionnaire en 2009. Son état de santé est mauvais. Il a un cancer du côlon de stade 3 et il est hospitalisé en chambre individuelle à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Il est en chimiothérapie et a du mal à se déplacer. » Fournier regarda le ciel gris par la fenêtre, allongé sur son lit d'hôpital, et il continue de menacer les gens. C'est le pire des pourris. Fournier prit son manteau. Il n'a nulle part où fuir. Demain, on va à l'hôpital. Je veux voir la tête d'Alain Bernard en tant que témoin. Le 27 décembre, l'équipe prit une décision importante. Avant de mettre la pression sur Bernard à l'hôpital, ils allaient assembler la dernière pièce du puzzle, l'enveloppe que Catherine Dubois avait gardée comme sa vie pendant 10 ans. Fournier appela Catherine. « Madame Dubois, je crois que le moment est venu. Nous devons ouvrir l'enveloppe. Pouvez-vous venir au commissariat ?» Au bout du fil, on entendait la respiration tremblante de Catherine. « Oui, j'arrive. J'arrive tout de suite. » À 14h, dans la salle de réunion du commissariat de Lille. Sous la lumière des néons, la vieille enveloppe chargée de 10 ans d'histoire était posée au centre de la table. Catherine la regardait en prenant une profonde inspiration. Ses mains tremblaient visiblement. « Ouvrez-la, c'est ce que ma Sophie a laissé. » Sous les regards silencieux de Fournier et de Chloé, Catherine déchira délicatement le ruban adhésif. De l'enveloppe sortirent quelques feuilles de papier froissé et une cassette audio. Les mains de Catherine déplièrent lentement les feuilles. C'était une lettre manuscrite de l'écriture indubitable de Sophie Dubois. En lisant les premiers mots, de grosses larmes tombèrent des yeux de Catherine sur le papier. Fournier prit silencieusement la lettre. La vérité enfouie pendant 10 ans dans une obscurité glaciale révélait enfin sa voix tragique au monde. Le 27 décembre, 14h. Dans le silence pesant de la salle de réunion, l'enveloppe s'ouvrit complètement entre les mains de l'inspecteur Fournier, laissant glisser sur la table 4 feuilles de papier, 3 pages d'une lettre manuscrite écrite avec le sang et les larmes de Sophie Dubois et la photocopie d'un vieux certificat médical. D'une main tremblante, Fournier prit la première lettre. Il était consigné, jour après jour, les détails de l'enfer qu'une femme avait enduré 10 ans plus tôt. 15 mars 1999, giflé, parce que le plat était trop salé. 7 août 1999, le bras tordu pour avoir répondu. 12 février 2000, rentré ivre, il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Fournier, incapable de tourner la page, se mordit la lèvre. Ce n'était pas le récit de dispute conjugale, mais le journal d'une violence unilatérale et cruelle qui s'étendait sur 3 ans. À côté, Chloé Petit serrait les poings tremblantes de rage. Quel monstre! Fournier tourna péniblement la 2e page. Une écriture paniquée y était tracée. Quand je lui ai dit que je voulais divorcer, il a souri et a dit « Il n'y a qu'une seule façon pour toi de quitter cette maison les pieds devant. » Son regard n'était pas celui d'un homme. Catherine, la main sur la bouche, laissa échapper un gémissement étouffé. Sur la 3e et dernière page, Sophie avait laissé un dernier message au monde. 10 septembre 2001. Catherine, si tu lis cette lettre, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. S'il te plaît, va à la police et demande-leur d'enquêter sur Alain Bernard. C'est lui le coupable. La date était le 10 septembre 2001. 2 jours seulement avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Catherine s'effondra sur la table en larmes. « Sophie, ma pauvre petite sœur Sophie, pardonne-moi. » Les yeux rougis, Fournier prit la dernière feuille. C'était la photocopie d'un certificat médical daté du 25 août 2000 émis par le cabinet du docteur Martin à Lille. Diagnostic fracture de 2 côtes et contusions multiples au visage. Note, la patiente déclare avoir fait une chute dans les escaliers à son domicile. Fournier tendit le certificat à Chloé et ordonna sèchement « Trouve ce cabinet et retrouve le médecin de l'époque, même s'il faut le chercher au bout du monde. » Bien reçu. Chloé, après avoir fouillé tout, Lille découvrit que le cabinet avait fermé en 2005, mais elle ne baissa pas les bras. Sa persévérance paya à la prix que le docteur, Martin, aujourd'hui à la retraite, vivait dans un quartier résidentiel en périphérie de la ville.
Elle se rendit immédiatement à son domicile. Le docteur Martin, 72 ans, qui arrosait des plantes dans son jardin, leva la tête en voyant une inconnue. C'est pourquoi Chloé s'inclina respectueusement. Police de Lille. Docteur, je viens vous poser quelques questions au sujet d'une patiente que vous avez soignée en 2001. Le docteur posa son arrosoir en fronçant les sourcils. 2001. Comment voulez-vous qu'un vieil homme comme moi se souvienne d'une affaire qui date de plus de 10 ans ? Chloé sortit la photocopie du certificat de sa poche et la lui montra. Une patiente nommée Sophie Dubois, elle était venue pour des côtes cassées. Le docteur chaussa ses lunettes et examina longuement le document. Puis, comme si un souvenir lui revenait, ses yeux s'écarquillèrent. « Ah, je me souviens, cette patiente. Vous vous en souvenez ?» Le docteur soupira en lui rendant le certificat. Comment l'oublier ? Elle avait 2 côtes brisées et elle prétendait être tombée dans les escaliers. Mais après plus de 30 ans de métier, on ne me la fait pas. Les blessures étaient suspectes. Ce n'étaient pas des blessures dues à une chute. C'étaient des marques de coups de pied violents, comme si on l'avait frappé avec des rangers. La forme des ecchymoses était très claire. Chloé nota rapidement. Vous lui avez demandé la vérité. Le docteur soupira profondément, le regard perdu. Je lui ai demandé. En privé, elle a fini par fondre en larmes et m'a avoué que c'était son mari. Je lui ai proposé de prévenir la police, mais elle m'a supplié de ne pas le faire complètement terroriser. Pourquoi vous a-t-elle arrêté ? Elle disait que c'était pour son fils, que si son fils l'apprenait, ce serait un choc terrible pour lui. Elle m'a supplié de garder le secret. Ah, si seulement j'avais insisté pour appeler la police ce jour-là. Une ombre de regret profond passa sur le visage du docteur. Cette patiente, elle a mal fini, n'est-ce pas ? Pour toute réponse, Chloé baissa lourdement la tête. Le 28 décembre au matin au commissariat, l'équipe d'enquête afficha toutes les preuves au tableau blanc, assemblant le puzzle final. Fournier entoura le nom d'Alain Bernard d'un cercle rouge. Résumons. La lettre manuscrite de Sophie Dubois prouve 3 ans de violence habituelle. La menace de mort suite à sa demande de divorce est confirmée. Et le témoignage du médecin clarifie que la fracture des côtes était due à des coups. Chloé ajouta d'un air solennel « Le mobile est clair ». Sa femme demandait le divorce et pour préserver son statut social et sa réputation, il l'a fait taire. Fournier frappa sur la table et se leva. C'est suffisant. Rapport d'urgence à la hiérarchie et demande de mandat d'arrêt. Alain Bernard est désormais un suspect. Le même jour, le mandat d'arrêt fut délivré par le juge. Sans sirène, les voitures de l'équipe d'enquête se dirigèrent silencieusement vers l'hôpital universitaire de Lille. 6e étage, chambre privée. Alain Bernard, 59 ans, prétextant son cancer du côlon pour se cacher dans une chambre luxueuse, était allongé sur son lit. La chimiothérapie lui avait fait perdre tous ses cheveux. Son visage était émacié comme celui d'un squelette, mais son regard était toujours aussi haineux. Bam ! Fournier ouvrit la porte sans frapper. Bernard tourna la tête agacée. « Qui êtes-vous, l'infirmière ? Brigade criminelle de Lille. Inspecteur Fournier. C'est vous que je viens voir, Alain Bernard. » Les yeux de Bernard s'agitèrent, mais il reprit rapidement une contenance et ricana. « C'est une façon de faire. On ne dérange pas un malade comme ça. Si vous avez quelque chose à me dire, passez par mon avocat. » Fournier tira brutalement une chaise et s'assit près du lit. Il sortit de son sac la lettre de Sophie et le certificat médical et les brandit sous le nez de Bernard. « Lisez ça d'abord, on verra après. » Bernard jeta un coup d'œil au papier et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est le testament et l'acte d'accusation laissé par votre femme. Elle y a détaillé comment vous l'avez battue et menacée pendant 3 ans. Bernard tourna la tête et répondit avec un aplomb effarant « Ne racontez pas d'histoire. Sophie, cette femme, avait l'esprit dérangé. Elle était paranoïaque. Elle tombait toute seule et racontait partout que je l'avais frappée. » Fournier ricana et tapota le certificat du doigt. Vraiment août 2000, 2 côtes cassées. Le docteur Martin, qui l'a soigné, dit que ce n'est pas une chute, mais une blessure causée par des coups de pied de type militaire. Il a même témoigné que la patiente lui a avoué, en pleurant, que c'était l'œuvre de son mari. Les muscles du visage de Bernard se contractèrent. Qu'est-ce qu'il en sait, ce vieux médecin ? Fournier se pencha en avant et le fixa droit dans les yeux. Et Gérard Moreau a avoué. Il a dit que c'est vous qui l'avez commandité. Les pupilles de Bernard se mirent à trembler. Que ? Quoi ? Cet imbécile. Moreau a dit que vous lui avez demandé de déplacer le corps. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Fournier déplia le rapport d'autopsie.
La cause de la mort est un coup à la tête porté avec un objet contondant. Mais Moreau a avoué l'avoir étranglé. La cause de la mort ne correspond pas, ce qui signifie que Moreau n'est pas le tueur. Et donc la seule autre personne présente dans la pièce a dit « vous la tuez ». Bernard ouvrait et fermait la bouche sans rien dire. La sueur coulait sur son front. De plus, vous avez menacé la famille de Moreau en envoyant des photos de sa fille et de son petit-fils nouveau-né. Pour un ancien haut gradé de la police, c'est particulièrement abject. Bernard détourna le regard vers la fenêtre, comprenant que toute excuse était désormais vaine. Fournier se leva et déclara « Alain Bernard, je vous arrête pour le meurtre de Sophie Dubois en 2001 et pour subornation en vue de dissimulation de cadavres. » Les policiers qui attendaient entrèrent et saisirent les bras de Bernard. Des menottes froides se refermèrent sur ses poignets décharnés. Vu votre état de santé, vous serez transféré à l'unité hospitalière sécurisée. Préparez-vous à y payer votre dette. Alors que les policiers l'emmenaient, Fournier murmura à Chloé. Chloé demande immédiatement un mandat de perquisition pour le domicile de Bernard. Il doit y avoir d'autres choses cachées. On va retourner cette maison jusqu'au dernier grain de poussière. Chloé répondit avec force. Bien reçu, inspecteur. La porte de la chambre se referma. Sur le lit vide, seul un certificat médical froissé était resté. La forteresse d'Alain Bernard s'était effondrée comme un château de sable à cause d'une simple lettre. Le 29 décembre matin, l'équipe d'enquête arriva au domicile d'Alain Bernard, une maison individuelle de 2 étages dans un quartier résidentiel calme de la banlieue lilloise. Fournier, mandat de perquisition en main, ouvrit la porte. L'intérieur était impeccablement rangé. Sur le mur du salon, des photos de la carrière policière de Bernard étaient accrochées dans un uniforme, recevant une médaille des photos de groupe avec ses collègues. Fournier les passa en revue. Fouillez la dépendance. Chloé hocha la tête et se dirigea vers le jardin. En ouvrant la porte de la vieille cabane, une odeur de poussière lui piqua le nez. À l'intérieur, de vieilles caisses à outils étaient empilées. Chloé commença à les déplacer une par une. En soulevant la 3e, elle aperçut quelque chose par terre. Un tuyau en acier rouillé. Chloé enfila des gants et le ramassa. « Inspecteur, venez voir. » Fournier entra dans la cabane. En examinant le tuyau, son regard se rétrécit. « Mettez-le sous scellé. Envoyez-le à la police scientifique. » À ce moment, une voix se fit entendre de l'entrée. Que se passe-t-il ? Un homme de 36 ans se tenait là. C'était le fils d'Alain Bernard, Marc Bernard. La confusion se lisait sur son visage. Fournier s'approcha. « Monsieur Marc Bernard, j'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-il arrivé à mon père ?» Fournier désigna la cabane. « Avez-vous déjà utilisé cette dépendance ?» Marc secoua la tête. « Cette cabane, seul mon père l'utilisait. Je n'y suis jamais entré. » Fournier hocha la tête. L'inquiétude se lisait dans les yeux de Marc. « Qu'a fait mon père ?» Fournier ne répondit pas. Tandis que Marc restait là hébété, l'équipe termina la perquisition. De retour au commissariat, ils interrogèrent à nouveau Gérard Moreau. Fournier s'assit. « Monsieur Moreau, Alain Bernard essaie de tout vous mettre sur le dos. » Moreau releva la tête, les yeux injectés de sang. « Quoi ? Il a dit que vous aviez agi seul, qu'il n'était au courant de rien. » Le visage de Moreau se tordit de rage. Il serra les poings tremblants. « Cet homme a osé dire ça. » Fournier dit calmement. « Dites la vérité. Que s'est-il passé cette nuit-là » Moreau resta silencieux un long moment. Il se couvrit le visage, soupirant profondément. Puis lentement, il commença à parler. « Cette nuit-là, vers 23h, Bernard m'a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il m'a demandé de venir chez lui pour l'aider. Une urgence. » La voix de Moreau tremblait. « Quand je suis arrivé chez lui, Sophie était étendue sur le sol du salon. » Fournier se pencha en avant. « Elle était déjà morte ?» Moreau hocha la tête. Elle ne bougeait plus. Il y avait du sang. Moreau, incapable de continuer, fut secoué de sanglots. « Qu'est-ce que Bernard vous a dit ?» Moreau, essuyant ses larmes, répondit. « Il a dit que c'était un accident, qu'il s'était disputé, qu'il l'avait poussée et qu'elle s'était cogné la tête. » Et ensuite, les mains de Moreau tremblaient. Il a dit qu'il effacerait toute ma dette. Les 50 000 €. Si je me chargeais de ça, Moreau baissa la tête. J'étais étranglé par les dettes. Après ma faillite, j'avais perdu la tête. J'avais honte devant ma femme, devant ma fille. La voix de Moreau se brisa. Alors, j'ai accepté. J'ai mis le corps de Sophie dans mon fourgon. Où l'avez-vous emmené ? Chez mon oncle.
La maison vide de Oisem. Mon oncle était en maison de retraite, il n'y avait personne. Moreau serra les poings sur ses genoux. J'ai creusé le sol de la cave à charbon et j'ai enterré le corps. Et j'ai coulé du ciment par-dessus. Qu'avez-vous dit à Bernard? Moreau hésita. Je lui ai dit que je l'avais jeté à la mer. Vous avez menti. Moreau hocha la tête. C'était une assurance au cas où. Si Bernard ne tenait pas sa promesse ou me laissait tomber, le regard de Fournier s'endurcit. Et pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé? Moreau eut un sourire amer. J'avais peur. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu le courage d'utiliser cette carte. Et quand on a retrouvé le squelette, je me suis senti pris au piège. Fournier se leva. La déposition de Moreau était terminée. Le 30 décembre, les résultats de l'analyse du tuyau en acier arrivèrent. Chloé apporta le rapport. Inspecteur, on a trouvé des traces de sang dans les fissures du tuyau. L'ADN correspond à celui de Sophie Dubois. Fournier prit le rapport. Même après 10 ans, la preuve était là. On passe à l'interrogatoire final de Bernard. Chambre d'hôpital sécurisée. Bernard était assis sur son lit. Fournier s'assit en face de lui. Nous avons toutes les preuves décisives. Fournier posa les documents un par un sur la table. Le sang de Sophie Dubois a été retrouvé sur ce tuyau. Le visage de Bernard se figea. La lettre de votre femme détaille 3 ans de violence. Les mains de Bernard se mirent à trembler. Le certificat médical et le témoignage du médecin confirment les violences conjugales. Les lèvres de Bernard tremblèrent. Gérard Moreau a tout raconté. Quand il est arrivé chez vous cette nuit-là, Sophie était déjà morte. Bernard baissa la tête. Un long silence s'installa. 12 septembre 2000, un départ anticipé à 18h. 13 et 14 septembre, congé. Nous avons tout vérifié. Fournier regarda Bernard droit dans les yeux. Vous n'avez plus rien à cacher. Bernard resta assis silencieux. Regardant par la fenêtre, ses yeux s'embuèrent. Puis soudain, il parla. Ne le dites pas à mon fils. Sa voix était brisée. À Marc, s'il vous plaît. Fournier l'observa. Les épaules de Bernard s'affaissèrent. Ce jour-là, Sophie m'a présenté les papiers du divorce. Bernard commença à raconter lentement. J'ai hurlé, je lui ai demandé ce que les gens allaient penser. La femme d'un commissaire qui divorce, elle a dit qu'elle partirait quand même. Les mains de Bernard tremblaient. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle n'arrêtait pas de me repousser. Bernard ferma les yeux. Dans un accès de rage, j'ai attrapé le tuyau qui était près de l'entrée et je l'ai frappé. Ce n'était pas prémédité. Bernard secoua la tête. C'était un geste impulsif, une erreur d'un instant. Des larmes coulèrent sur les joues de Bernard. Mais après ça, pendant 10 ans, Bernard, incapable de continuer, fut secoué de sanglots. Fournier se leva. La confession était terminée. Le 31 décembre, Alain Bernard fut déféré au parquet pour meurtre. Gérard Moreau fut également déféré pour recel de cadavres et complicité de destruction de preuves. L'affaire de la disparition de Sophie Dubois, classée pendant 10 ans, fut officiellement requalifiée en affaire de meurtre. Fournier regarda par la fenêtre. C'était le dernier jour de décembre. Un vent froid soufflait. Mars 2012, tribunal de grande instance de Lille. Le premier procès d'Alain Bernard s'ouvrit. La salle d'audience était comble. Bernard entra poussé dans un fauteuil roulant. Le cancer l'avait considérablement affaibli. Il n'avait presque plus de cheveux, son visage était d'une maigreur cadavérique. D'un côté de la salle, Catherine Dubois était assise vêtue de noir, les mains jointes. De l'autre côté, Marc Bernard était assis la tête basse. Un large espace les séparait. Le président du tribunal s'installa. L'audience concernant l'accusé Alain Bernard est ouverte. Le procureur prit la parole. Le 12 septembre 2001 au soir, l'accusé a frappé à mort sa femme Sophie Dubois avec un objet contondant suite à sa demande de divorce. Le procureur poursuivit. L'accusé prétend avoir agi sous le coup de la colère, mais ses agissements post-crime démontrent une dissimulation planifiée. Le procureur énuméra les preuves. L'accusé a personnellement supervisé l'enquête et l'a fait classer en fugue. Il a omis des témoignages et a menacé le témoin Michel Lambert pour le forcer à fuir. Il a utilisé son complice Gérard Moreau pour dissimuler le corps. Un murmure parcourut la salle. Les mains de Catherine tremblaient. L'avocat de Bernard se leva. Mon client reconnaît avoir agi de manière non préméditée. Il a été rongé par la culpabilité pendant 10 ans et souffre actuellement d'un cancer du côlon de stade 3. Nous demandons la clémence du tribunal. Le président acquiesça. Passons à l'audition des témoins. Michel Lambert se présenta à la barre. À 60 ans, il semblait tendu.
Le procureur demanda « Témoin, vous avez brusquement quitté l'île en octobre 2001 ». Michel hocha la tête. « Oui, j'ai été menacé par Alain Bernard. » Quel genre de menace? La voix de Michel tremblait. Il m'a dit « C'est toi le suspect. Tu ferais mieux de disparaître gentiment. » La salle s'agita de nouveau. « Comment avez-vous vécu pendant ces 10 ans ?» Michel baissa la tête. « J'ai été rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu protéger la petite Sophie. Je n'ai pas eu un seul jour de paix. » Les yeux de Michel s'embuèrent. Ensuite, le policier à la retraite Philippe Durand, 67 ans, témoigna le visage fermé. Quelle était l'ambiance de l'enquête en 2001? J'ai senti que l'enquête partait dans une mauvaise direction, mais personne n'osait rien dire au commissaire. Pourquoi? Durand eut un sourire amer. Parce que c'était le commissaire. Qui aurait osé le contredire? Durand se tourna vers le public et s'inclina. J'aurais dû avoir plus de courage à l'époque. Je présente mes excuses à la famille de la victime. Catherine essuya ses larmes. Pendant le procès, Hélène Moreau resta assise au dernier rang. Elle ne fut pas appelée à témoigner. Elle garda la tête baissée pendant toute la durée de l'audience. Juin 2012, le verdict tomba. Le président lut le jugement. L'accusé Alain Bernard est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Bernard, dans son fauteuil roulant, baissa la tête. L'accusé Gérard Moreau est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Moreau ferma les yeux. La défense de Bernard invoquant son état de santé ne fit pas appel. La peine fut confirmée. Il fut cependant autorisé à purger sa peine à l'hôpital en raison de son état. Juste après le verdict, Marc Bernard se tint sur les marches du palais de justice, assailli par les journalistes, le visage blême. « Un mot, s'il vous plaît. » D'une voix tremblante, Marc déclara « Je présente mes excuses à la victime et à sa famille. » Il s'inclina profondément. « Je ne peux pas effacer la faute de mon père, mais je vivrai le reste de ma vie en expiation. » Marc descendit les marches. On ne le revit plus jamais en public. Dans le couloir du tribunal, Hélène Moreau sortait lentement. Catherine Dubois arrivait en sens inverse. Les regards se croisèrent. Hélène s'arrêta la première et s'inclina profondément sans un mot. Catherine la regarda longuement, puis sans un mot non plus tourna les talons. Automne 2012, dans le cimetière familial d'un petit village près d'Arras. Catherine Dubois enterra les restes de sa sœur. Sur la stèle ces mots « Sophie Dubois, 1954 à 2001 ». Enfin à la maison. Catherine s'agenouilla devant la tombe. Caressant la terre, elle murmura « Sophie repose en paix maintenant ». Michel Lambert était également présent. Venu du sud, il déposa un bouquet de chrysanthèmes sur la tombe et resta longtemps incliné. Catherine appela l'inspecteur Fournier. « Inspecteur, merci, ce n'est rien ». La voix de Catherine tremblait. Pendant 10 ans, on m'a traité de folle. Maintenant, ma sœur peut enfin reposer en paix. Fournier répondit doucement « Vous avez beaucoup enduré ». Après avoir raccroché, Fournier regarda par la fenêtre. Le soleil d'automne brillait. L'hiver de la même année, on apprit qu'Hélène Moreau, sans rendre visite à son mari en prison, avait demandé le divorce. Elle avait déménagé chez sa fille avec son petit-fils. Elle vivait une vie discrète. Le 15 décembre 2012, un an exactement après la découverte, l'inspecteur Fournier retourna seul sur le site de Oisem. La maison en ruine avait été rasée, il ne restait plus qu'un terrain vague. Un vent froid soufflait. Fournier alluma une cigarette. Sur un coin du terrain, une pancarte zone de rénovation urbaine. Un nouveau départ pour un avenir heureux. La pancarte flottait au vent. Fournier expira la fumée en regardant le terrain. Une femme enterrée pendant 10 ans sous le ciment. Son injustice était enfin connue. Mais les 10 ans que Sophie aurait dû vivre personne ne pourraient jamais les lui rendre. Fournier écrasa sa cigarette. L'air froid de l'hiver lui piquait le nez. Il tourna le dos et s'éloigna. Sur le terrain vague, seul le vent continuait de souffler. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous pouviez laisser un commentaire pour dire que vous avez apprécié, ce serait un grand encouragement. J'espère que votre journée sera empreinte de lumière et de sérénité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Merci.